Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le parcours du compositeur. Sémiotique et philosophie de la musique. Collection dirigée par Joseph-François Kremer. Prenant en compte les nouvelles méthodologies d'analyse comme principe d'approche de l'œuvre musicale, cette collection propose, dans le domaine de la recherche des significations, de réunir les notions de tradition et de l'actuel. Les ouvrages présentés au lecteur appartiennent à un courant d'investigation phénoménologique, tout en éclairant un vaste panorama de questionnements interdisciplinaires. Celui-ci est vivifié par la reconnaissance d'un principe d'analogie utile à la réception des perceptions. Nous serons sensibles aux stratégies d'élaboration de différentes poétiques, qu'elles puissent être littéraires, picturales, musicales, philosophiques ou simplement inscrites dans une rhétorique de l'expression. Notre démarche éditoriale nous offre la possibilité à partir de contextes compositionnels, théoriques et géopolitiques d'extraire de nombreuses situations sémiotiques. Ces publications apporteront, au départ d'éléments réflexifs nouveaux, des fondements à une psychologie du musical qui tenterait d'allier le sensible à la raison. Déjà paru. Sophie Stevance, Duchamp, compositeur, 2009. Erotearasti, Fondement de la sémiotique existentielle, 2009. Francesco Spampinato, Les métamorphoses du son, 2008. Siglin-Brown, Les visions d'Olivier Messiaen, 2008. Christine Esclapé, La musique comme parole des corps, 2007. Nicolas Darbon, Les musiques du chaos, 2006. Erotearasti, La musique et les signes, 2006. Thierry Boisseau, Histoire de la musique, 2005. Emmanuel Gorge, Les pratiques du modèle musical, 2004. Emmanuel Gorge, L'imaginaire musical amérindien, 2003. Antonio Lay, Genèse et révolution des langages musicaux, 2002. François-Bernard Mache, Un demi-siècle de création musicale, 2000. Joseph-François Kremer, Esthétique musicale, 2000. Patrice Ciortino, Mythologie de la lutherie, 2000. Remerciements. Je souhaite remercier tous ceux qui ont permis à ce livre d'exister. Joseph-François Kremer, pour m'avoir proposé de présenter cet essai attestant de mon expérience créatrice à un plus large public, ainsi que pour ses conseils avisés et sa grande perspicacité. Un grand merci également à mes parents, qui m'ont fait confiance dans mes choix, à Thierry et Steven pour leur aide précieuse, ainsi qu'à tous ceux qui m'ont encouragé dans ma création tout au long de ces années, Manuel Rosenthal, Alain Finkielkraut, Grace et Bozidar Cantuser, les membres de l'association Castoriadis, mais aussi amis, musiciens et interprètes qui de façon toujours désintéressée m'ont apporté leur soutien. Enfin, j'adresse un remerciement spécial à ma petite famille et à ma première et infatigable lectrice pour ses remarques judicieuses et sa patience d'ange. Paris, le 15 juin 2010. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Montaigne. Introduction. Ce livre est né d'une rencontre entre deux sensibilités, celle d'un compositeur avec un homme aux multiples talents, compositeur, chef d'orchestre, musicologue, un esprit curieux qui m'a engagé à livrer mon expérience de créateur. L'ensemble est conçu sous forme d'essai. Témoin d'un imaginaire pris dans le périple de la création, celui-ci présente néanmoins une difficulté, celle de parler de soi, ce qui a constitué un véritable défi. Un examen de conscience ne pouvant être réalisé que rétrospectivement, dans la maturité, à l'issue d'une temporalité, mais offrant par ailleurs la possibilité de faire le bilan d'une expérience créatrice afin d'en saisir l'évolution. En même temps, est apparu le désir de faire profiter de conseils, autant qu'il est possible de le faire dans un domaine aussi complexe que celui de la création. En effet, on ne trouvera ici aucune vérité. Aussi ai-je plutôt choisi de rendre compte d'une expérience offerte à titre d'exemple, plus que de la transmission d'un enseignement. C'est donc le regard du compositeur qui est apparu comme une priorité ici, et non celui de l'analyste, privilégiant l'acte de créer ainsi que le travail créateur. Un regard sans concession qui est aussi pour son auteur, la possibilité d'un état des lieux. D'où la volonté de montrer les problématiques qui sont apparues, les diverses difficultés et questions qui ont surgi et les réponses trouvées. Également liées à cette expérience créatrice,
une suite de textes rédigés tout au long de la conception des œuvres, tel un journal d'écriture, et ne pouvant en être séparés. Ces textes sont réunis dans la troisième partie de cet ouvrage, certains intervenant dans le parcours, notés en italique. J'ai choisi de les présenter sans modification de rédaction, chacun étant le saisissement d'un instant, d'un questionnement, d'une réflexion ou d'un choix survenu pendant la composition. Tout au long de la progression de ce voyage musical, il sera possible de mettre en parallèle cette matière avec les différentes compositions qui y renvoient. Ainsi qu'il apparaît, l'ensemble atteste d'un cheminement pensé comme un voyage où le lecteur est entraîné. Pour mener à bien cet essai, j'ai choisi de cristalliser les différentes étapes de mon travail en orientant ce voyage entre cheminement et analyse, ces dernières venant ponctuer le parcours. Carte sonore pose les principales thématiques de mon univers musical et apparaît comme autant de jalons, afin d'accompagner le lecteur dans la découverte d'un imaginaire dont il ignore tout au demeurant. Temporalité et musique silencieuse réunissent les deux grands axes de mes recherches et rendent compte de leur progression, ainsi que des différentes orientations qui y sont intervenues. L'ensemble est suivi d'une suite de réflexions sur ce parcours, liant regard rétrospectif et esthétique incluant le journal d'écriture. Toute création ne saurait exister en dehors d'un contexte qu'il était important de rappeler, car c'est à partir de celui-ci qu'un certain nombre de choix a été effectué. Pour clore cet essai, l'expérience d'un artisan propose un ensemble de conseils, une somme d'observations personnelles concernant quelques-unes des grandes étapes qui accompagnent la création musicale. Prélude. Si le monde était clair, l'art ne serait pas. Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. La musique se découvre en faisant silence. Elle parle d'elle-même et aucun mot ne peut dire ce qu'elle est. Sa première exigence, c'est l'écoute. La musique est au-delà des mots. La musique demande une participation. Elle est une expérience que l'on doit vouloir tenter. L'expérience de l'écoute. Peut-être plus encore aujourd'hui que par le passé, on ne peut rester passif en écoute. Il s'agit de saisir quelque chose qui s'établit par l'écoute. Avec la musique, il faut venir à la rencontre de l'œuvre, tenter de comprendre. C'est un art qui semble se laisser deviner facilement, mais qui peut être mal compris, mal interprété. Plus encore qu'avec les mots, la question du sens se pose avec le sonore. Disons que le sens est moins immédiat, plus équivoque. C'est cette polysémie du sens qui m'a toujours fasciné. La musique accepte une multitude d'interprétations sans jamais en épuiser les possibles, ou pouvoir dire où est le vrai de l'œuvre. Il y a une réalité qui toujours nous échappe, nous met en défaut. En même temps, on peut parfaitement être ému par la musique sans la comprendre. On peut y être réceptif, tout en se méprenant sur sa signification. C'est cette ambiguïté qui fait la force de la musique. Elle nous indique les frontières de toute logique. Il nous faut faire appel à d'autres critères pour l'apprécier. Le sonore ne crée pas d'image mentale semblable à un tableau ou un poème. Pourtant, il est capable de faire surgir des images plus saisissantes encore. C'est un je ne sais quoi, qui nous envahit malgré nous et nous touche de façon singulière. Il y a de plus sa relation à la temporalité, qui est unique. Car la musique se découvre par le temps. Il faut une durée pour saisir toutes les implications, les subtilités entre les divers éléments et pour les apprécier et en évaluer le sens. Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore, la musique s'est littéralement imposée à moi. Je l'ai abordée tout d'abord en tant qu'interprète. Puis, j'ai rapidement senti le besoin de créer de la musique. Rentrer dans le monde des sons, la matière sonore. Ma relation à l'écriture est le résultat d'une nécessité. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une disposition. C'est une façon de définir le monde, de le comprendre en le traduisant par des sons. Une expérience que l'on ne peut exprimer autrement, et qui dialogue avec l'imaginaire. Mais peut-être faut-il ici se rappeler Vargas Llosa qui écrit « La réalité est mal faite. Elle n'est pas suffisante pour satisfaire nos désirs, les appétits, les rêves humains. » La musique intervient comme réponse. Une réponse qu'il faut toujours reformuler. Mes créations naissent après maint détour, bifurques, rajouts. Et parfois, même si cela est plus rare, d'une seule ligne droite. Il y a un mystère dans l'acte de créer, qui aujourd'hui encore m'échappe totalement.
Mais c'est peut-être aussi ce qui me pousse à continuer d'écrire. Je pense d'ailleurs que la musique entretient une relation très particulière avec le mystérieux. Certains éléments apparaissent en cours d'écriture, laissés puis utilisés ultérieurement. Ainsi plusieurs pièces entretiennent des liens secrets et peuvent être de ce fait considérées comme prolongement, réminiscence et plus encore résonance. Mais finalement, ce lien importe peu. L'essentiel n'est pas là. Il est dans l'écoute. Entre le silence et les sons. 1. Ce que j'ai appris des autres. Commencement. Rompre l'os et sucer la substantifique moelle. Rabelais, Gargantua. Former la plume et l'oreille. M'engager vers la composition musicale, c'était pour moi tout d'abord acquérir un métier. Après un cursus traditionnel, j'intégrai les classes d'écriture du CNSM de Paris, harmonie, contrepoint, fugue, puis orchestration, composition et analyse. À ce titre, je rencontrais de grands musiciens, interprètes et compositeurs mais aussi pédagogues hors pair qui devaient fortement stimuler mon insatiable appétit de musique. Parmi ces personnalités fortes, je garde l'excellent souvenir de Marius Constant, professeur d'orchestration, et de Claude Ballif, qui enseignait l'analyse et la composition. Diplômé de plusieurs premiers prix, je suivis parallèlement les masterclass de composition et à cette occasion, fis la connaissance de Franco Donatoni et Giorgi Ligeti dont les conseils me furent précieux. À cette époque, il s'agissait avant tout de me former la plume et l'oreille, et dans ce premier temps d'acquérir des modèles de composition et schémas, de tirer enseignement des nombreuses analyses par la découverte des œuvres phares du répertoire comme de toute musique susceptible d'enrichir mon esprit et mon sens critique. Sur ce point, je me dois de rendre hommage à Claude Ballif, esprit vif et d'une grande intelligence qui m'incita par analyse riche et son approche si particulière des œuvres, à porter un regard vers les compositeurs afin de vivifier ma propre création, sans jamais l'annihiler. Il se montra toujours perspicace pour orienter le jeune compositeur d'alors vers ce qui lui semblait le mieux pour moi, allant même parfois au-delà de ses propres convictions si cela pouvait m'aider à trouver mon chemin. Aujourd'hui, je réalise comme les conseils avisés sont rares et précieux, et je saisis d'autant mieux cette période d'apprentissage, de rencontres fructueuses et d'échanges. En tant qu'interprète-guitariste, j'avais le désir d'aller à la rencontre du répertoire. C'est en ce sens que j'étudiais la direction de chœur et d'orchestre, afin d'apprendre à saisir et dégager l'élément crucial de chaque œuvre qui fait sa particularité. En même temps, l'interprétation étant transmission mais également réception, je méditais sur la relation entre l'œuvre et l'auditeur et par conséquent la réception de mes propres compositions. De fait, mon activité d'interprète fut une aide précieuse. Je mesurai rapidement toute l'importance, tant pour l'œuvre que pour sa relation à l'auditeur, des problèmes de forme, d'équilibre sonore et de perception. Parallèlement, je commençai à enseigner, activité qui m'incita rapidement à effectuer une importante réflexion sur mes aptitudes, mais également sur la connaissance en général et de là, sur ses possibilités d'exploitation dans ma création. Comme beaucoup de mes contemporains, je réalisais le rôle fondamental mais aussi envahissant de la mémoire dans notre conception du savoir. Cette défiance fut ma première mise en garde essentielle mais également salutaire. Je m'efforçais ainsi de développer une amnésie nécessaire dans l'acte de composer. Je m'enseignais ainsi la capacité à effectuer des choix, ce que le compositeur fait tout au long de son écriture de. Premier musée imaginaire. Pendant ce temps de formation, je découvrais et approfondissais un grand nombre d'œuvres et d'écrits musicaux bientôt complétés par un regard transdisciplinaire dépassant largement le seul domaine musical. Toutefois, ma réception et mon écoute, enrichies par ma formation et la maturité, devenaient différentes. Dans l'approche des œuvres, je percevais et repérais des relations, des liens, établissais des correspondances quelquefois fortuites mais qui toujours stimulaient mon imaginaire et aiguisaient mon sens critique. Comme le personnage de Rabelais, j'étais possédé d'une véritable boulimie de savoir. En fait, j'étais intéressé par tout. Je dévorais toutes sortes de musique, littérature, poésie, philosophie mais également peinture avec laquelle j'établissais un lien particulier. Je pâchais des œuvres d'Ovide à celles d'Hugo, du théâtre de Shakespeare à la peinture abstraite et plus particulièrement celle de Kandinsky dont j'admirais le concept de nécessité intérieure.
Je découvrais les poésies de Paul Éluard dont je gardais une forte impression, puis les peintres surréalistes et plus particulièrement Magritte et Dali. Pour ce dernier et après avoir fait abstraction de son exubérance picturale, je fus particulièrement réceptif à son travail sur la mise en œuvre des images doubles, L'image disparaît, 1938, à propos desquelles il écrivait. Nous voyons ce que nous avons quelques raisons de voir, surtout ce que nous croyons que nous allons voir. Si la raison ou la croyance est troublée, nous voyons quelque chose d'autre. 3. Je mesurais toute l'ouverture d'esprit demandée au spectateur à l'égard de la double perception, ainsi que l'approche différente du détail et de l'ensemble, la relation particulière entre tableau et spectateur, nécessaire pour voir les images doubles. Peu à peu, ces regards croisés constituaient mon premier musée imaginaire, dominé avant tout par la musique. Dans ce domaine, je m'attardais plus volontiers en tant que compositeur sur le XXe siècle, et parcourais ce savoir, mais aussi lourd héritage, fait de questionnements plus que de réponses, ne pouvant que constater la somme effrayante et spectaculaire d'investigation, prospection et invention. Je passais alors avidement d'une œuvre à l'autre, d'un compositeur à un autre et sélectionnais bientôt quelques œuvres et auteurs comme autant de matières à penser provisoires. Parmi les auteurs, Claude Debussy pour son inventivité sans fin et son traitement de la couleur si française. Edgar Varèse, dont le travail de pionnier reste pour moi exemplaire. Il a su lier admirablement le sens de la recherche au phénomène sonore. J'ajouterai Alexandre Scriabine pour sa conception sonore profonde et originale. Quant aux œuvres, je peux mentionner Éclat 1964 de P. Boulez, Atmosphère 1961 de G. Ligeti ou encore The Unanswered Question 1906 de Ch. Yves ainsi que Unity Capsule 1975 de B. Ferneau. Toutefois, en tant que compositeur, mon regard sur certaines de ces œuvres se trouvait dirigé, en fonction de mes propres préoccupations. Aussi et sans ignorer celles des compositeurs eux-mêmes, je relevais dans celle-ci des éléments, parfois sous forme de détails, auxquels j'attachais une importance susceptible de m'offrir une autre perspective. Ce faisant, je reliais certaines œuvres entre elles comme celles de Ligeti et de Boulez. La première pour la complexité de ses textures et la seconde pour le jeu d'interférences que suscitent les instruments dans la résonance. L'expérience d'écoute sollicitée par les deux compositeurs, bien que différente, me semblait se rejoindre, induisant dans les deux pièces un espace à créer par l'auditeur, simultanément à celui élaboré par les auteurs eux-mêmes. Un espace où l'oreille doit sélectionner, organiser ses propres combinaisons et finalement, construire le son. Peu à peu je vis se dégager une matière, un fond à partir de ce travail d'écoute et d'analyse. L'importance de l'écriture, de la perception, de l'écoute dirigée ou non, du temps musical, de l'espace mais aussi du rôle de l'auditeur. Ces œuvres dessinaient ainsi quelques axes de mes aspirations en tant que compositeur. La synthèse m'ayant conduit à dégager des marques, des chemins que je souhaitais poursuivre à mon tour. Une volonté de réinterprétation du sens, ou de sa continuité qui pour moi ne pouvait s'effectuer que par la création. Contexte. Aussi habiles que nous soyons devenus à ruser avec l'ancien monde, à le faire désespérément servir à nos besoins actuels, nous n'éludons pas plus longtemps l'épreuve essentielle. Celle de devenir absolument présent, de perdre l'ancienne mémoire pour nous forger une perception sans exemple, d'oublier les héritages passés pour faire surgir des territoires sans modèle. P. Boulez. Avant d'aborder ma propre production, il ne me paraît pas inopportun de proposer quelques repères. Un compositeur est en somme toute un témoin de l'histoire, inscrivant son œuvre dans un contexte historique. Dans mon cas, la période des années 80. Il convient de poser quelques jalons, restant entendu qu'il ne saurait être question de retracer l'histoire. En même temps, le regard sur ce contexte est aussi celui du compositeur, qui m'a permis de saisir certaines des problématiques de la création musicale de la période et de dégager avec l'analyse musicale des outils moyens supplémentaires pour aborder ma propre création. Une mise à distance. S'il ne fait aucun doute que les dernières décennies du XXe siècle ont été le théâtre de recherche, de transformation, de prolifération comme de nouveautés sans précédents effectuées par la génération peu ou prou post-sérielle, la situation de la fin des années 80 est fort différente. Apparaît alors
la fin des avant-gardes, qui laissent pour héritage une pluralité de systèmes et d'écritures qui n'ont d'égal que l'hétérogénéité de leur esthétique. À la suite de toutes ces prospections et en relation avec toutes ces divergences, les compositeurs opèrent une certaine mise à distance avec l'histoire, notamment pour certains d'entre eux, par un retour au subjectivisme ou l'apparition d'une écriture plus spontanée et parfois hors de toutes les recherches de type expérimental des décennies précédentes. Ajoutons que depuis la fin des années 70, les chefs de file ont laissé place à de grandes figures musicales indépendantes dont les travaux s'orientent plus volontiers sur un aspect particulier du matériau sonore, Ligeti, Fernéaou, autant de positions qui peu à peu produisent une individualisation d'esthétique et de langage. Pensée complexe. Parallèlement, le monde scientifique ressent la nécessité d'une métamorphose de la science, véritable bouleversement mais aussi aboutissement d'une longue réflexion à l'encontre des atomistes, à partir de nouvelles données apportées par la science mécanique, la physique cosmologiste et la biologie moléculaire. Celle-ci pose l'existence d'éléments divers et contradictoires mais concomitants dans le raisonnement et surtout, l'impossibilité de la réduction de ces éléments à un principe simple. Ce jeu d'éléments antagonistes réintroduit deux notions cruciales, le hasard et l'incertitude, longtemps bannies de façon systématique dans le raisonnement scientifique hérité du cartésianisme. À la suite de nombreux travaux tels ceux du biologiste Henri Atlan, cette nouvelle pensée sera synthétisée par le terme de complexité. De son côté, le sociologue et philosophe français Edgar Morin a mis en évidence la complexité du monde et de l'homme dans une somme de recherches considérables croisant théorie de l'information, théorie des systèmes et cybernétique. Son œuvre majeure propose une méthode, une recherche sur la connaissance associant complexité et principes dialogiques que l'auteur définit ainsi. Le mot dialogique veut dire qu'il sera impossible d'arriver à un principe unique, un maître mot, quel qu'il soit. Il y aura toujours quelque chose d'irréductible à un principe simple, que ce soit le hasard, l'incertitude, la contradiction, l'organisation. Mais en même temps, la dialogique, si elle comporte une limitation intrinsèque, comporte aussi une possibilité de faire jouer entre eux des concepts à la fois complémentaires, concurrents et antagonistes. 4. Edgar Morin établit ainsi ce qu'il nomme un nouveau paradigme, qui n'exclut nullement la possibilité du simple dans l'organisation du complexe, restant entendu que la simplicité est susceptible de se lier, de façon imprévue, à des éléments de nature opposée, faisant ainsi apparaître la complexité. Ce changement profond devient bientôt convergence de la pensée, et rejoint le monde de l'art où le mot complexité est alors associé sinon utilisé par différents compositeurs pour des raisons multiples qui toutes renvoient à un aspect de sa définition. Ainsi, le compositeur anglais Brian Fernéaou, 1943, en est l'un des principaux représentants. Son écriture nerveuse, surchargée d'indications, est envisagée comme une accumulation d'éléments simples, donnant naissance à une réalité sonore hautement complexe. De son côté, G. Ligeti pense la complexité comme un tissu organique constitué d'infimes mouvements internes. Pour les compositeurs, il s'agit donc d'un fait important qui établit un lien de pensée, indépendamment des esthétiques, tout en s'appuyant sur la science. Occasion aussi pour de nombreux musiciens de marquer leur distance par rapport à la logique déductive propre au sérialisme. Comme beaucoup de compositeurs de ma génération, la science a constitué un des domaines de prédilection de mes recherches. Toutefois, si la science fournit des codes, construit des systèmes et des théories qui permettent d'enrichir la combinatoire et les nombreuses spéculations auxquelles le compositeur est familier, elle ne garantit nullement sa mise en pratique dans l'univers musical. Composer ne se résume pas à un simple glissement de théories, même si ces dernières comportent une réelle puissance suggestive sur l'imaginaire. La complexité n'est pas érigée en un système contraignant et offre aux compositeurs des applications diverses. Elle augure ainsi de nombreuses possibilités qui ont largement suscité mon intérêt à son égard. Aussi, ai-je souhaité intégrer la pensée complexe à ma création. Il s'agissait pour moi d'un horizon, dont les modalités restaient à définir de façon précise. Technologie. Une volonté commune est également à l'œuvre depuis la fin des années 70. De nombreux compositeurs français expriment leur volonté de travailler en associant la musique aux nouvelles technologies. Avec l'inauguration de l'IRCAM en 1977 à l'instigation de P. Boulay,
l'appui des nouvelles technologies et de l'informatique devient rapidement un enjeu décisif pour la création, à tel point que certains les envisagent comme un substitut des instruments traditionnels. De nombreux compositeurs de cette période et plus particulièrement le groupe des Spectro, considèrent l'ordinateur comme un outil capable d'offrir la possibilité d'établir un nouveau langage musical. Les années 80 ne font qu'en confirmer l'importance et d'aucuns peuvent écrire avec véhémence. Si les problèmes de forme et de structure ont été constamment au centre des préoccupations des artistes des années 1950 à 1970, l'enjeu actuel, par contre, est la domination des nouveaux matériaux issus de l'apport technologique. Ceux-ci constituent la matière sonore principale de l'avenir musical, et déterminent donc l'urgence d'une réflexion profonde sur le devenir du langage musical. 5. Au-delà du caractère excessif de ce propos, placé en introduction d'un article consacré à la fin de l'avant-garde, on voit ici clairement le rôle destiné à jouer par toutes ces nouvelles technologies dans la composition, envisagées par certains compositeurs comme un substitut des instruments traditionnels. De plus, surgit la question d'un choix quant à l'utilisation ou non de celle-ci. Car il s'agit d'un outil et en tant que tel, d'une possibilité supplémentaire pour la création qui ne peut être ignorée. De fait, les possibilités de la machine permettent aux compositeurs de s'aventurer dans des domaines inexplorés jusqu'alors, tout en les associant à leurs propres problématiques. Les musiciens spectraux ont grandement contribué à leur utilisation dans l'élaboration du processus de composition. À titre d'exemple, la composition d'un nouvel espace sonore comme celui procédant d'illusions acoustiques et de mouvements, différent de la spatialisation du son réalisée dans les années 50, a été l'une des grandes innovations. De plus, l'ordinateur a permis une insertion à l'intérieur du son, une prospection dans l'univers infinitésimal pour créer, structurer le timbre et organiser l'espace, comme en témoigne l'œuvre de Gérard Griset Les espaces acoustiques, 1974 à 1985. Enfin, il faut également mentionner toutes les possibilités ouvertes par l'ordinateur aux interactions entre le monde instrumental et celui des nouvelles technologies informatiques, comme celui du synchronisme, en temps réel. Ces possibilités offertes par les nouvelles technologies, et plus particulièrement ce dernier point, ont rapidement constitué un apport supplémentaire pour mon travail compositionnel. Souhaitant approfondir les possibilités de la composition avec application en temps réel, j'effectuai un stage en recherche et nouvelles technologies à l'IRCAM auprès de Tristan Muraille et Philippe Manoury dont je reçus les conseils. J'ai pu alors me familiariser avec différents programmes informatiques susceptibles de résoudre les problèmes de détection, engendrement et contrôle, ou encore d'analyse de spectre 6. Ce fut pour moi l'occasion de mesurer tous les enjeux du temps réel dans la recherche musicale, tels que l'interactivité entre instruments et machines, suivi, synchronisation, déclenchement et séquence, ainsi que sa relation étroite dans le concept de partition virtuelle 7. En même temps, dès mes premières compositions, je souhaitais vivement, tout comme Varèse, être à l'intérieur du matériau sonore, être une partie de la vibration acoustique 8. J'établissais ainsi ma volonté de placer l'être au sein de la matière sonore. Je percevais le rôle susceptible d'être joué par l'interprète et l'auditeur dans la réalisation d'un tel procédé, et cela, tout en tenant compte des nouveaux acquis de l'informatique musicale. Aspiration. La divergence des esthétiques et de prise de position constatée depuis plusieurs décennies dans le monde de la création musicale montre qu'il n'est plus possible de croire en une direction unique, mais que ce qui compte est ce que l'on veut exprimer et comment on choisira de le faire. Les moyens sont devenus multiples et il s'agit de trouver la solution la plus adéquate, sans avoir à se référer à une perspective historique mais bien plus, à une volonté intérieure. En même temps, ce pluralisme, s'il peut sembler déconcertant, ne doit pas être regardé avec nostalgie, mais comme offrant un vaste champ d'investigation pour la création. Nous vivons un temps de doute certes, mais qui est aussi celui d'ouvertures nombreuses, de possibles qui ne peuvent être ignorés. Fort de ces réflexions, je sentais qu'il me fallait alors effectuer un certain nombre de choix avant de poursuivre ma production. Aussi, j'établissais dans ce but quelques lignes de force qui devaient constituer les bases de mon travail ultérieur. Parmi celles-ci, une certaine défiance à l'égard de tout système,
la volonté de préserver la communication entre production et réception et comme horizon de travail, des phases alternées de recherche et de création, des questionnements plus que des réponses définitives. Un cahier des charges, dont je mesurais toute la difficulté quant à sa réalisation. Toutefois, confiant dans le cheminement de mes aspirations et nourri d'une audace nécessaire pour envisager toute création, je décidai, sans savoir quelle forme donner à ces exigences, de me lancer plus avant dans l'aventure créatrice. 2. Dans le voyage. Carte sonore. Carte d'espace empilée à perte d'échelle, où la complication est conservée en variant au hasard, gel et dégel des choses et du sang, prise et débâcle du temps, ce passage rêvé a demandé longtemps. Michel Serres, Hermès. Pour s'orienter dans notre voyage, il n'est pas inutile de proposer des cartes sonores. Ces dernières constitueront des pistes d'analyse intervenant comme balises et procédés pratiques de repérage. Elles me permettront d'aborder les différentes étapes de ma production et de mettre en évidence l'organisation des paramètres ainsi que mes principales thématiques compositionnelles. Certaines de ces cartes se sont avérées d'emploi passager, d'autres par contre plus durables. Toutes cependant ont joué un rôle plus ou moins important dans mon parcours créateur. Palette figure. Comme point de départ, un regard sur l'organisation verticale et horizontale, deux dimensions qui ont constitué une recherche initiale dans mon parcours et qui en même temps, n'en demeurent pas moins fondamentales dans notre appréhension du sonore. Sans rechercher l'exhaustivité, il s'agit d'une réflexion rétrospective sur le matériau harmonique et mélodique, son utilisation, sa mise en situation pour ses qualités et ses limites, un ensemble qui est intervenu dans l'acte même de composer. Clé sonore. Parmi les différentes possibilités d'organisation harmonique qui parcourent ma production, je souhaiterais en aborder une, intervenue à diverses reprises. Un traitement de la verticalité par intervalle de quarte et quinte, utilisé avec divers prolongements tels que superposition. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.